Un avion de chasse russe, un Sukhoi 30, s'est écrasé en pleine démonstration. Nous vous avons tenu informés de cette catastrophe aérienne qui a couronné la dernière journée du Salon aéronautique du Bourget. Ça y est, nous sommes une année impaire et comme toutes les années impaires, Salon international de l'air et de l'espace au Bourget. Et dans cette vidéo, nous allons revenir sur les crashs qui ont marqué ce Salon du Bourget qui existe depuis 1908, qui est au Bourget depuis 1953. Et vous allez voir qu'entre avions américains, avions soviétiques, avions russes, un petit peu d'italiens, il y a déjà eu pas mal de casses, ce qui explique qu'en 2025, en termes des volumes d'évolution, en termes des mesures de sécurité, eh bien, il y a eu de nombreuses leçons qui ont été apprises sur les années précédentes. Nous allons forcément revenir sur le crash du Tupolev 144, le Concorde Ski. Nous allons également parler du crash du Sukhoi 30 MK. Mais saviez-vous qu'il y avait des B-58 et même un A-10 qui s'étaient écrasés en démonstration aérienne, sans oublier, malheureusement, le commandant second de la patrouille de France en Fouga, à la fin de l'éclatement final. Un petit peu de tôle froissée également avec du C-160 allemand, avec du Super Galeb, mais je vous propose de voir tout ça juste après la présentation de notre partenaire. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains, en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques, et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits. Et en ce moment, eh bien, vous pouvez jouer sur PC et mobile, et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Nous allons y aller dans l'ordre chronologique. Nous sommes le 3 juin 1961. Un B-58, le Hustler, à l'époque, pendant la guerre froide, les avions étaient absolument énormes, rapides, puissants, mais quand même ancienne génération, eh bien, fait un tonneau en montant et disparaît dans la couche en s'éloignant du terrain. Il va être aperçu en train de sortir avec une pente beaucoup trop forte vers le sol, ne pourra échappé au sol et vers les 17 heures locales en 61, première perte pour un avion de l'US Air Force. 2 ans plus tard, vous connaissez forcément le Harrier, et bien avant, il y a eu le P-1127. À ses commandes, le pilote, Cosine Bill, fait du vol stationnaire, avance, recule, et là, eh bien avec sa soufflante, il va ingérer des cailloux, un des cailloux va venir détruire son réacteur, et il va venir taper assez fort. 2 ans plus tard, on est sur un drame beaucoup plus fort. On est le mardi 15 juin et un B-58, encore un Alpha, un Hustler, arrive de Madrid. Il est lourd, il fait une longue finale, les pilotes passent sous le plan, vient taper environ 200 mètres courts, va taper des systèmes d'approche avant la piste, ce qui va désintégrer l'avion, partir en boule de feu. Mais le retentissement de cet accident ne sera pas le même que celui qui aura lieu quelques jours seulement plus tard, à 10h49 avec un Fiat G91 italien. Pourquoi ? Eh bien parce que ce coup-ci, c'est pendant les journées grand public. Vous avez donc beaucoup plus de personnes présentes et surtout 8 spectateurs vont être touchés alors que l'avion qui termine sa démonstration se retrouve probablement en panne d'essence. À l'époque, les normes n'étaient pas tout à fait les mêmes et n'arrive pas à rejoindre la finale 03, va s'écraser juste à côté de la piste et emporte des personnes qui n'avaient rien demandé. C'est pour ça que de nos jours, si vous fassiez une démonstration aérienne avec un avion de collection ou avec un avion d'étatique, vous avez un pétrole minimum à avoir au moment du poser. Par exemple, avec un Rafale, vous allez être sur quelques centaines de kilos, un petit peu moins d'une tonne. Maintenant, si les conditions météo sont différentes, vous allez avoir plus de pétrole. C'est le pétrole minimum qu'il faut avoir au moment du poser. Traditionnellement,
Avant, dans la démonstration aérienne, les présentateurs essayaient d'avoir le moins de pétrole possible à bord. À votre avis, pourquoi? Vous l'aurez compris, pour avoir de meilleures performances. Si vous décollez extrêmement léger, vous avez moins de masse, vous avez de meilleures caractéristiques en termes de performance et donc, c'est plus vendeur et vous faites une meilleure démonstration. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, quand on faisait des démonstrations avec le Rafale peut prendre 4 tonnes 7 en interne. Quand vous allez décoller en meeting aérien, vous ne partez pas avec le plein en interne. Si vous avez des bidons, ils seront vides. Vous allez partir avec un plein partiel de l'ordre de 3 tonnes 5 au lieu des 4 tonnes 7. L'avantage va être que votre avion, dès le début, aura un rapport poids poussé supérieur à 1, ce qui va vous permettre d'avoir une démonstration beaucoup plus pushy, beaucoup plus impressionnante que si vous décollez avec le plein. C'est assez logique. 2 ans plus tard, c'est le 4 juin, la patrouille de France, qui est devant 300 000 personnes lors de l'éclatement final, voit son commandant en second, Didier Dutoit, se retrouver avec une défaillance au niveau du compensateur de profondeur et l'avion vient s'écraser très proche de la tribune officielle. Le commandant en second est malheureusement décédé sur le moment. Heureusement, personne d'autre n'est touché dans un accident qui aurait pu avoir une tournure encore plus tragique. Parfois, comme en 73, ça passe pas loin, mais l'équipage arrive à sauver les meubles. C'est par exemple le cas le samedi 2 juin, on est en 73, la veille, pour tout vous dire, du crash du Tupolev 144, un Falcon 10, petit avion bien nerveux, bien léger, j'ai eu la chance de faire une centaine d'heures dessus, c'est un petit chasseur, piloté par Hervé Le Prince Minguet, un grand pilote d'essai de chez Dassault. Eh bien, il fait une rotation légèrement virile, il se croit dans un avion de combat de 5e génération. Et là, eh bien, au moment du décollage, double panne moteur. Pourquoi? Parce que la rotation est si brusque que les 2 pompes carburant se désamorcent. Heureusement, le pilote va gérer la trajectoire. En même temps, ils vont redémarrer les réacteurs qui vont repartir juste avant l'impact avec le sol, ce qui va leur permettre de se resustenter et de revenir se poser, pas cassé, presque pas vu. Et le lendemain, le dimanche 3 juin 73, c'est le Tupolev 144 qui est surnommé par la presse le Konkorsky, qui est là pour le 30e Salon international du Bourget, qui va malheureusement s'écraser à Goussainville. Il y aura plus de 14 décès, plus de 28 blessés, une centaine de maisons touchées, 20 détruites, 173 personnes qui ont dû être logées. Et pour ce qui est de la raison, il y a encore plusieurs avis divergents. À l'heure actuelle, il y a 2 grands narratifs. Le premier narratif est que l'équipage du Tupolev a poussé de manière très abrupte sur le manche, car un Mirage 3 dont on n'avait pas la conscience de la situation était juste au-dessus d'eux dans l'espace aérien. Alors pourquoi? Il faut remettre un tout petit peu les choses dans le contexte, parce que dit comme ça paraît bizarre. Parce qu'en fait, initialement, le Tupolev a fait sa démonstration. Il avait décollé en piste 03 et il se présentait pour se poser en 07. Or, au moment de la finale, on lui dit non, en fait, changement de QFU, tu vas devoir te poser en 25. Et c'est pour ça que le Tupolev 144 remet les gaz, remet la post-combustion, part vers le nord, accélère, va vers Goussainville. Et à ce moment-là, en s'éloignant pour pouvoir se représenter en piste 25, eh bien, il voit passer ce Mirage 3 et une des théories est qu'il pousse très fort à ce moment sur le manche, ce qui va générer des problèmes au niveau des commandes de vol, ce qui va amener l'avion derrière à se retrouver 20 degrés nez bas avec une désintégration avant de toucher le sol. Ça, c'est la théorie numéro 1. La théorie numéro 2 est que pour augmenter les capacités de l'avion en vol et faire une démonstration encore plus pushy, car je vous rappelle qu'il était en compétition avec le Concorde, l'équipe de l'avion aurait modifié des commandes au niveau des canards. Les canards qui sont sur l'avant sont censés être bridés aux alentours des 5 degrés. Et les ingénieurs auraient fait des modifications de manière à désactiver ces limitations à 5 degrés, ce qui aurait pu entraîner au moment de la rentrée un petit bug au niveau des commandes de vol, ce qui aurait poussé les élevons à donner une commande automatique de 10 degrés vers le bas, ce qui aurait amené cet avion à piquer. Alors après, il y a d'autres éléments également à prendre en compte. Par exemple, le journaliste Michel Thorat qui devait venir à bord, il devait filmer. Au final, il n'a pas eu l'autorisation à la dernière seconde, mais il a pu donner sa caméra, qui à l'époque, c'était pas vraiment une GoPro, qui, d'après certaines versions, aurait gêné à un moment critique où l'avion mettait le nez vers le sol. Pourquoi cette théorie est également présente? Eh bien parce que, initialement, l'avion part vers le bas, et en fait, au dernier moment, il y a une volonté de récupérer l'avion, une volonté apparemment qui est très forte, qui emmène à la désintégration de la structure. Pour cette désintégration, une autre version est que le plan canard s'est arraché, est venu taper le fuselage et a tout cassé. Pourquoi autant de versions différentes? Eh bien parce que nous n'avons jamais connu le rapport, il a été gardé secret par les soviétiques. Néanmoins, je vous propose une petite citation de Turka, un pilote d'essai
sur le Concorde, qu'il y a eu des mots qui forcément résonnent de manière particulière en cette période où certaines personnes collectionnent des morceaux d'avions abattus ou détruits. Vous allez voir, c'est pas vraiment dans l'ADN des pilotes. Pour nous, en cet instant, il n'y a plus ni Russes ni rivaux, il n'y a plus que des camarades victimes de leur machine. Et les témoignages de ce pilote d'essai français au sol, grand concurrent du Concorde-Ski, ont beaucoup servi lors de l'enquête. Donc ça, c'est peut-être le crash le plus médiatisé au Bourget, car il s'agit d'un crash hors norme, avec forcément toutes les théories associées. 4 ans plus tard, nous sommes en 1977 et nous avons le pilote d'essai du A10 qui est présent avec son Fairchild et à 15h30, avec un plafond assez bas, va faire une boucle. Or, sa boucle va se terminer dans la couche. Je vous ai dit, les règles de présentation à l'époque étaient assez différentes. De nos jours, vous n'allez pas pouvoir faire une boucle qui finit dans la couche parce que, fonction de la météo, vous allez soit faire une démonstration beau temps, soit une démonstration mauvais temps et vous avez interdiction de rentrer dans les nuages. Et comme sa boucle s'est terminée en nuage, il se dit, je vais en refaire une, piste 0,3 sur l'axe, mais plus serrée. Donc, il cadence plus, tire plus, et là, il va lui manquer sur, pareil, les quelques mètres qui font la différence avec le sol. Il va toucher de l'arrière, il va s'écraser. Malheureusement, il va mourir dans le crash de son A10 au Bourget en 77. Les points clés, toujours les points clés. A10, Mirage 2000, en Rafale, ça a failli payer. En F-16, bref, tout le monde s'est déjà fait avoir. En voltige, il faut respecter les points clés. Dans les années 80, il y a eu d'autres gags, initialement moins graves, comme par exemple en 81, un C-160D allemand qui, après avoir largué ses parachutistes, se précipite pour venir se poser le plus vite possible, sort le train au dernier moment et va toucher alors que le train n'est pas encore verrouillé. À ce moment-là, le train, il va se rentrer et ça donnera une séquence assez incroyable où l'équipage s'engueule à côté de son avion en piteux état. Heureusement, pas de mort. La même année, vous avez un Devotin 520 qui va faire un cheval de bois. Malheureusement, quelques années plus tard, cet avion et l'équipage sera perdu lors d'un autre meeting. 2 ans plus tard, c'est un avion yougoslave, le Goko Super Galeb, qui va avoir un souci au moment de la sortie du train et qui se posera sur 2 roues, encore une fois, que de la tôle froissée. Et 2 ans plus tard, vous voyez, il y en a un peu tous les ans quand même, en 83, un hydravion, un 6-star de chez Dornier, qui va taper très fort et qui va voir sa voilure se casser, ce qui est pas très bon si vous voulez en vendre. En 89, les soviétiques arrivent en force. Quand je dis en force, ils avaient tout envoyé. MiG-29, Sukhoi 27, Antonov 225 et même la navette Buran. Bref, ils y sont allés comme des bourrins. Après la démonstration du Sukhoi 27 et de son impressionnant Cobra qui l'amène à 110 degrés, vous avez le MiG-29 qui vient faire sa démonstration. Et là, sans le vouloir, Anatoly va faire la plus grosse pub pour son fabricant de sièges éjectables possible. Il va venir faire un passage basse vitesse haute incidence. Et comme c'est déjà arrivé sur d'autres chasseurs, regardez cette vidéo de F-18 au Canada. Quand vous êtes bas, lent, en incidence, si vous perdez un réacteur, vous êtes mal. Sur les avions de ligne ou sur les avions bimoteurs, on parle de VMCA, la vitesse minimum de contrôle dans l'air. Si vous êtes très lent, vous tenez avec les moteurs à fond, je vous coupe un des 2 moteurs, ça crée un couple. Et ce couple ne peut être compensé par vos commandes de vol en dessous d'une certaine vitesse. Je m'explique. J'ai un avion qui vole à 100 km/h. Il tient comme ça. Mais si je lui coupe le moteur gauche, eh bien la poussée du moteur droit va l'amener comme ça. Or, si sa VMCA est à 120, j'ai beau mettre toutes mes commandes à fond vers la droite, je ne pourrai compenser ce couple et mon avion va partir vers la gauche. La seule solution dans ce cas-là pour regagner le contrôle de mon avion est de réduire la puissance à droite pour réduire ce couple. Or, pour faire ça, il faut de l'altitude. Donc quand vous êtes bas à très haute incidence, tenir sur les moteurs. Si vous perdez un moteur, aucune porte de sortie à part l'éjection. Vous l'aurez vu, l'éjection, vous mettez le pouce en dessous, c'est important, sinon la main peut partir. Et surtout, vous alignez tout bien. C'est rien que je m'entraîne, maintenant je fais du LM, j'ai un petit parachute, c'est pas vraiment la même chose. Le pilote sort au dernier moment et ça fait une énorme pub pour son siège éjectable. L'accident suivant, il faut attendre 99 le 12 juin avec un Sukhoi 30 MK. M, c'est pour la version modernisée, K, c'est la version commerciale à l'export. Son petit nom, c'est Blue One. Et comme vous le savez, on aime bien dire qu'il faut bien préparer ses vols dans l'aérien. Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation? Et l'équipage s'était préparé pour une démonstration de 8 minutes. Or, on leur donne au final 6 minutes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent ce qu'ils font d'habitude
Et changements et meetings aériens font rarement bon ménage. Ils se retrouvent trop bas, ils touchent de la tuyère, détruisent les tuyères, remontent, orientent l'avion vers une zone non habitée, et c'est reparti, tour de siège éjectable. Encore une fois, si vous voulez faire du Sukhoi 30 bashing, regardez ces images de Mirage 2000, c'est à Orange, un 2000C, exactement la même chose. Et regardez ces images de Rafale, Rafale M, journée des familles sur le porte-avions, c'était pas passé loin, et je pense qu'il doit sa survie, le pilote, qui derrière a fait une excellente carrière dans les essais, à ses canards. Toujours est-il que nous a appris le Bourget. Le Bourget nous a appris qu'entre les années 60 et jusqu'au début des années 2000, il y a eu pas mal d'accidents, mais qu'à chaque fois, ces accidents ont permis de faire progresser la culture avec des nouvelles règles pour ce qui est du survol des habitations, des nouvelles règles de déconfliction. Quand vous allez partir vers le nord, maintenant vous n'allez pas croiser de Mirage qui se balade dans le coin, ça n'a rien à faire là. Tout est extrêmement bien déconflicté, tout est bien réfléchi. Et vous pouvez aller en toute confiance au Salon du Bourget cette année, car les volumes où les spectateurs ont le droit d'être ont été réfléchis avec les trajectoires des avions. Vous n'avez pas le droit, par exemple, si vous êtes un chasseur, de venir perpendiculaire à la foule à moins de 400 mètres. Vous allez devoir faire une trajectoire qui change. Si vous voulez faire un passage parallèle à la foule, votre hauteur, mais également votre altitude, votre distance, votre vitesse, tout ça va être pris en compte pour vous autoriser un certain rapprochement. Pour faire simple, l'objectif actuellement est de s'assurer que votre vecteur vitesse, en cas de problème, ne puisse pas vous amener à poser un souci de sécurité pour les spectateurs. Pour ce qui est du reste, vous remarquerez que généralement ce qui amène à l'accident, c'est un défaut de préparation, des modifications ou une mauvaise conscience de la situation, mauvais briefing avec le Konkordski, le A10 qui ne respecte pas vraiment et qui décide de changer en temps réel ses points clés, le Sukhoi 30 qui se retrouve à modifier sa démonstration sans pouvoir s'entraîner, ou encore le Fiat italien qui est un petit peu trop agressif et se retrouve en panne pétrole en démonstration aérienne, ce qui est clairement pas une situation d'avenir. Vous avez de temps en temps de rares soucis techniques, comme par exemple le cas du Fuga lors de l'éclatement final, mais ce qui fait la force de l'aérien, et c'est ce que vous allez voir si vous allez visiter le salon cette année, c'est que c'est une industrie qui ne se cherche pas d'excuses, mais cherche à chaque fois des solutions. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a amené à écrire Crash, pour travailler sur ce devoir de mémoire de l'accidentologie. C'est pour ça que régulièrement sur la chaîne, on revient sur tous ces accidents, car honnêtement, est-ce que vous saviez qu'en 1977, le pilote d'essai du A10 s'est tué au Bourget parce qu'il a voulu passer sa boucle sans rentrer dans les nuages et a donc changé par rapport à ce qui était briefé et prévu. Et si vous faites du Cap 10, si vous faites de la voile, si vous faites des activités, même de la voiture, la prochaine fois que vous avez envie de tout changer ce qui était prévu pour des raisons météo ou faire un plus beau spectacle aux gens, rappelez-vous cet accident au Bourget en 77 et ralignez-vous à vos objectifs. Et un présentateur au Bourget, son objectif c'est 1. La sécurité, 2. Se mettre en l'air tout en respectant l'espace aérien qui est très complexe dans le coin, 3. Montrer son avion sous un angle qui le met en valeur. Et si vous voulez savoir à quel point la culture de la sécurité a évolué et comment vous inspirer de cette culture dans votre quotidien, on va regarder le 1 un tout petit peu en détail. Sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez dans votre avion, vous allez faire votre show, vous prenez votre voiture, vous prenez votre vélo, vous vous dites sécurité. Génial. Nous, c'est un gros sujet d'intervention en entreprise pour justement comprendre à quoi il faut s'aligner et comment ça peut vous aider au quotidien. Je vais vous donner un petit conseil. Le pilote de combat qui va au Bourget, plutôt que de penser sécurité, s'il veut vraiment que ça ait un impact sur son meeting aérien, il va penser sécurité égale 1. Je tue personne au sol. 2. Je ne meurs pas. 3. Je ne casse pas l'avion. Et dans cet ordre-là. Comme ça, si à un moment il y a un souci, eh bien avant de tirer la poignée d'éjection, que va faire le pilote? Il va orienter son avion vers une zone non habitée avant de déclencher son siège. Ce qui va lui permettre derrière de vivre peut-être les 40, 50, 60 prochaines années sans avoir le fardeau de savoir que peut-être que si j'avais mieux réfléchi à ce que sécurité veut dire pour moi dans mon cockpit au Bourget, eh bien j'aurais pris le temps, plutôt que de tirer la poignée d'éjection, eh bien d'orienter l'avion vers une zone non habitée. Vous connaissez tous le 14 juillet. À votre avis, quand il y a un défilé autour du 14 juillet, où les pilotes vont-ils amener leur avion s'ils ont une panne catastrophique? Mettez-le moi dans les commentaires. Je vous laisse quelques secondes. D'ailleurs, si vous commandez le bouquin, on vous envoie la flamme. Ça, c'est top. Mais la réponse est dans la Seine. Et attention au pont. Allez. On se croise peut-être aujourd'hui au Bourget. En ce lundi, nous y sommes avec l'équipe. Et sinon, à très vite
Pourquoi pas pour une intervention dans vos entreprises ou cet été sur le bassin d'Arcachon. On vous attend chez UNAM Sud Bassin pour voler en baptême, tout seul, à plusieurs, avec moi, avec l'équipe ou pourquoi pas en stage vol en formation ou stage standard, il y a tout sur le site. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.